Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Martine Donnette qui va représenter l'association En toute franchise et de la recevoir évidemment pour l'équipe de Police pour la vérité. Bonjour Martine. Oui, bonjour Cathy, tout va bien? Tout va très bien, merci. Alors, tu nous as contacté la semaine dernière pour nous apprendre que tu avais une bonne nouvelle à diffuser un petit peu partout. Une nouvelle qui est vachement encourageante par rapport au travail que vous faites, mais au quotidien, pour défendre les commerçants, les agriculteurs, etc. Vous êtes vraiment les pieds sur le terrain avec ton association et avec Claude, qui est pas très loin de toi, mais voilà, qui nous écoute. Donc, alors, quelle est donc cette nouvelle que tu as à nous apprendre? Alors, la nouvelle que je vais vous apprendre, c'est que enfin notre association, au bout de 9 ans, a réussi à faire annuler un permis de construire irrégulier, alors qu'il est, comment ça s'appelle, il était sur la zone de la loi littorale. C'est-à-dire qu'il était en bordure, en bordure des marais salins, de la commune de Lalonde-les-Morts, sachant que la commune de Lalonde-les-Morts perd régulièrement des habitants parce que les gens déménagent à cause des inondations. Et ce projet venait encore imperméabiliser des terres en hauteur qui allaient encore faire du ruissellement sur les habitations en dessous. Mais Donc quel là, beau projet! voilà, donc automatiquement, et puis c'était quand même une grosse imperméabilisation, hein, c'était quand même 30 000 mètres carrés d'imperméabilisation, voilà, et qui allait faire des ruissellements sur les habitations en dessous. Alors, nous avions été déboutés par la cour d'appel, par le tribunal administratif et par la cour d'appel, et là, le Conseil d'État a dit stop, il y en a marre, on annule tout et on annule le permis de construire. D'accord. Alors, j'ai un petit croquis là que je vais mettre, que tu m'avais envoyé, qui, qui présente tout ça avec un peu d'humour. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, c'est-à-dire que là, on voit que le Conseil d'État, eh bien, nous donne enfin gain de cause. Après, c'est presque 10 ans de procédure. Et on fait la démonstration qu'il donne des autorisations de construire sur des zones inconstructibles. Alors là, en plus, c'est vraiment la loi littorale, donc c'était vraiment le maximum. Alors, étant donné que au niveau environnement, ça aurait été très grave s'ils avaient commencé à construire, parce que le promoteur sur ces zones-là, ils sont condamnés à démolir. Hein. Donc, il ne s'est pas aventuré à construire. D'accord, Mais quand il a vu que vous agissiez, il a comment on dit, il a sursis? Oui, je ne sais même plus. non, c'est-à-dire qu'il a vu les enjeux financiers pour lui, hein, parce que C'est c'est ça, quand donc il ne s'est même. pas lancé dans la construction. Voilà, il ne s'est pas lancé dans la construction. Ça aurait été sur une autre zone constructive, il l'aurait certainement fait. Mais là, les enjeux, quand on risque quand même la démolition, on ne s'aventure pas dans la progression du projet. C'est ça. Et en fait, le plan local d'urbanisme de cette commune, c'est lui qui indiquait que cette zone était. Alors, sur le plan local d'urbanisme, justement, la zone littorale n'est pas bien précise. Il a fallu qu'on fasse la démonstration qu'il n'y avait pas d'habitation autour. Donc, c'était pas il n'y avait pas suffisamment de construction pour dire que c'était urbanisé. La zone n'était absolument pas urbanisée. Il y avait du stockage de bateaux, il y a du stockage, mais il n'y avait vraiment pas d'imperméabilisation des sols. Oui, Donc et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les plans locaux d'urbanisme, on demande à ce que les constructions s'intègrent à quelque chose déjà d'existant au niveau de la construction. Donc, je comprends bien effectivement ce que tu veux dire. Là, c'était la zone nature ou vraiment du stockage de matériel. Ça n'avait rien à voir avec une zone urbaine. D'accord. Voilà, du bétonnage et surtout de faire des parkings, quoi. Les parkings, ça, c'est un ruissellement, c'est pas possible. Hein. Oui, oui, oui. Donc, Et donc, ce qu'on regrette, nous,
c'est que le travail que l'on a fait avec l'association, nos adhérents et ceux qui nous accompagnent, le souci, c'est que s'il y avait eu le contrôle du préfet qui aurait dit stop à ce projet dans les 2 mois ou dans le mois qui suit le contrôle de légalité du permis de construire, eh bien, on n'aurait pas eu 9 ans de procédure. Il est là, hein, c'est une défaillance totale de l'État. C'est une faute lourde de l'État. Bien sûr. Et comment, alors moi déjà, ma première question, c'est comment expliquer qu'un maire déjà accorde un permis de construire dans une zone qui est sur le littoral et qui représente en fait un danger pour, du fait qu'elle est en hauteur, un danger pour les constructions qui seraient en dessous. Comment un maire il peut accepter ça? Eh bien, c'est le souci que nous on rencontre depuis 30 ans, c'est que les maires, sur les permis de construire, nous n'avions pas d'intérêt à agir sur les permis de construire. Donc, qui est-ce qui va attaquer un centre commercial? Ce ne sont pas les riverains. Qui c'est qui va attaquer? Ce n'est pas un commerçant tout seul. Donc voilà, le souci, on en revient toujours, ce sont les parlementaires, aussi bien députés ou sénateurs, qui n'ont pas mis en place les droits de recours pour qu'on puisse dénoncer rapidement ces projets néfastes, parce que là, c'est un projet néfaste à l'environnement. Hein. Donc, le souci, ce sont les parlementaires. Alors, il faut savoir que quelques années encore en arrière, les députés étaient à la fois députés-maires, les sénateurs étaient aussi à la fois sénateurs-maires, et ils n'allaient pas mettre en place des droits de recours pour leur propre projet. Donc, on en est là. Aujourd'hui, on en est, c'est que c'est aux citoyens à demander de la démocratie dans tous ces documents. C'est ça, donc on voit quand même que ces personnes qui sont, alors moi j'en ai ras-le-bol qu'on dise qu'ils sont au pouvoir, moi je dis qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils sont à des postes de responsabilité. Et si on le disait au quotidien, peut-être qu'on on leur mettrait ça dans le cerveau, en fait qu'ils ne sont pas dans un rôle de pouvoir où ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont dans un rôle de responsabilité où ils doivent faire pour le bien commun. Alors, pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général et non pas pour des intérêts particuliers, les petits copains. C'est comme ça que le début de la corruption démarre. Donc, corruption, c'est un grand mot, mais en fait, c'est un mot qui est dans la réalité de terrain du quotidien. Oui. De toute manière, la corruption, c'est le favoritisme. Hein. Pourquoi on favorise une entreprise et qu'on sait qu'on va inonder des personnes en dessous? Voilà, il est là. Ils sont complètement irresponsables. Il ne pense, et encore là, le maire de la Londe-les-Morts, je ne sais pas combien de mandats, il en est à je ne sais pas combien de mandats, et ils n'ont jamais sur le chemin des procureurs, des préfets qui leur disent vos permis de construire sont irréguliers et que la justice suive, parce qu'il est là le problème. C'est que là, par exemple, le dossier, comment ça s'appelle? Les constructions n'ont pas été réalisées. Donc, ce n'est pas consommé. Le permis de construire n'est pas consommé puisqu'il a été annulé avant d'être réalisé. Mais quand on est dans les mêmes cas de figure où le permis de construire est réalisé, eh bien, qu'est-ce que va nous dire ce que nous a déjà dit le juge d'instruction? Mais il n'y a que vous que ça intéresse. Voilà, à partir du moment où il n'y a que nous que ça intéresse. Oui. Alors, comment aujourd'hui, on arrive quand même à être écouté et à faire comprendre que ce n'est pas une fatalité s'il y a tous ces permis de construire irréguliers qui ne respectent pas la loi, c'est parce que au départ, il y a un dysfonctionnement, c'est organisé, parce que depuis le temps qu'on le dénonce, ils auraient pu rectifier. Hein. Alors maintenant, on a 3 rapports. On a le rapport de la Cour des comptes qui dit que 80% des actes administratifs ne sont pas contrôlés. 80% des actes administratifs ne sont pas contrôlés. Donc ça, c'est la violation déjà de l'article 72 de la Constitution et l'article 2131-6
du Code général des collectivités territoriales où le préfet ne fait pas son boulot de contrôler les permis de construire irréguliers. Après, on a le rapport du gouvernement qui dit oui, en effet, il n'y a pas de contrôle de légalité, mais nous n'avons pas le personnel. Le personnel, il n'est pas motivé pour aller contrôler les permis de construire. Mais c'est facile, on n'a qu'à donner une prime à chaque fois qu'ils trouvent une fraude. Si la fraude, ils sont payés pour faire ce boulot-là, donc tu n'as pas besoin de leur filer une prime supplémentaire. Hein. C'est pas motivant de. Je conçois que c'est pas motivant rester dans son bureau 8 heures par jour à contrôler des actes administratifs, mais quand il y a une fraude, ils sont récompensés de l'avoir dénoncé. Au moins, avec toutes les fraudes qui ne sont pas encaissées par l'État, ça servirait à quelque chose. Donc, on a un rapport du gouvernement qui dit qu'ils n'ont pas le personnel motivé, qui disent qu'ils ne recrutent pas suffisamment de personnel compte tenu des enjeux qu'apporte cette corruption, parce que automatiquement, de ne pas contrôler, on ne contrôle pas les permis de construire, on ne contrôle pas les délibérations. Ouais, les travaux non plus. Voilà, c'est vraiment catastrophique. Donc ça, c'est le deuxième rapport. Et le troisième rapport, c'est le rapport du Sénat. Le rapport du Sénat qui dit que sur les 20% des actes contrôlés, 35% des permis de construire sont irréguliers. Ah ouais. Oui, sur les 20% qui sont contrôlés. Et ils ne sont pas déférés devant le tribunal administratif. Voilà l'état de la France. Il faut se poser des questions quand même. C'est quand même catastrophique. Donc, quand on nous dit que le maire, c'est l'élu le plus aimé de la population, mais parce qu'il n'est jamais devant le tribunal. Parce que les gens, ils sauraient qu'il a été corrompu parce qu'il a donné un permis de construire à un copain ou qu'il a donné un permis de construire à un ami, à une grande surface ou autre, et que ce permis de construire est irrégulier et qu'il n'est jamais passé devant le tribunal, je ne sais pas, peut-être que les gens diraient, mais il se passe vraiment quelque chose pour la démocratie. Parce que ces gens-là restent en place. Et en restant en place, ils ont leur réseau. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc nous, on a des communes, je ne vais pas être condamnée à de la diffamation, mais on a des communes, c'est 1 permis, 2 permis, 3 permis, 4 permis de construire qu'on a dénoncés qu'ils sont irréguliers et que le préfet n'a pas contrôlé. D'accord? Et le maire est toujours en place. Oui. Et comment on peut faire pour faire bouger les préfets, quoi? Comment on peut faire? Alors, les préfets, moi, le préfet, je sais pas que je lâche l'affaire, mais les préfets, ils ont un chef, hein. C'est le ministre de l'Intérieur. Donc, si le ministre de l'Intérieur, quand on lui donne un dossier et qu'on lui fait la démonstration que le préfet n'a pas contrôlé, ben, le ministre de l'Intérieur, il est comme nous, il est comment ça s'appelle, il est devant le fait accompli. Le fait accompli que c'est préfet. Mais si on a les sénateurs qui disent aussi qu'il y a faute lourde et que ces sénateurs ne prennent pas de dispositions pour changer la donne, si on a le gouvernement qui nous dit on n'a pas le personnel pour contrôler et qui ne change rien, c'est pas nous qui pouvons faire quelque chose. Il faut qu'on prenne le problème à l'envers. Il faut maintenant que ce soit le citoyen qui, à la base, s'occupe des permis de construire des mairies, de savoir si les permis de construire sont réguliers. Parce que là, nous, on a remué le cocotier depuis 30 ans, rien ne bouge, ils sont avec leur fraude, les amendes ne sont pas payées, c'est la fiesta, hein. Oui, parce que je ne sais plus combien de milliards d'euros là tu avais sur rien que la région. Nous, c'est 418 milliards de permis de construire qui n'ont pas, soit ils n'ont pas d'autorisation d'exploitation commerciale, ils n'ont jamais demandé, hein,
soit ils ont fraudé dans les dossiers pour obtenir une autorisation sur une construction illégale, irrégulière. Et on a aussi, et que le préfet, on lui dit, j'ai saisi le procureur, mais on attend toujours des résultats. Donc, on voit bien que du début jusqu'à la fin, il n'y en a aucun qui est capable de faire appliquer la réglementation en France. Oui, oui, c'est complètement verrouillé, parce qu'il n'y a pas de réelle intention de la faire appliquer. Faut le dire carrément. Ceux qui auraient la possibilité de prendre le mort aux dents, ce sont les députés et les sénateurs. Et depuis le temps qu'on les saisit, il n'y a personne qui bouge. Hein. On les prend à droite, à gauche, au milieu, au centre, on les prend dans tous les sens. Il n'y en a aucun qui dit on va faire quelque chose. Par contre, qu'un particulier qui a du mal à construire sa maison mette un mobil-home sur son terrain avec un permis de construire, mais bon, qui ne va pas pouvoir réaliser tout de suite, s'il garde son mobil-home plus d'1 an, je crois, on va venir le virer, quoi. On va lui dire t'es égalité. Quel mal ce particulier fait? Il fait aucun mal. Il est bon, certes, il n'a pas respecté son permis de construire, mais s'il peut pas construire finalement sa baraque, qui vivent dans un mobil-home ou dans une petite maison, personnellement, je vois pas en quoi il dérange la société, si ce n'est que il obéit pas à des règles qui sont pas toujours humaines. Moi, je trouve que nos règles sont de moins en moins humaines pour les particuliers. Et alors, c'est open bar pour tous ceux qui ont du fric, quoi. On est vraiment dans cet état de malveillance vis-à-vis du pauvre, hein, du plus pauvre, du vulnérable. Et puis alors, c'est la, comment dire, la tolérance exceptionnelle pour tous ceux qui ont du fric. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Je dirais pour le particulier, c'est le manque d'humanité. Je parle pour les petits particuliers qui bon, il y a les promoteurs, ça c'est encore autre chose, mais je parle de la personne personnelle. Je suis désolée, il y a le service de la mairie, quand il a le permis, on lui dit tout de suite, ça c'est pas réglementaire, il faut que vous vous mettiez dans la régularité. Ils sont capables de le faire pour la grande distribution. À la grande distribution, dès que nous attaquons un permis de construire, qu'est-ce que fait le maire et qu'est-ce que fait le promoteur? Il fait tout de suite un permis modificatif pour effacer ce que nous disons. Et malheureusement, dans ce cas précis, c'est que les cours administratives, parce que nous, avec la grande distribution, c'est les cours administratives, les cours administratives ne disent pas, mais non, à partir du moment où le permis de construire d'origine était irrégulier, aucune possibilité de régularisation. Les fraudes, ça corrompt tout. Donc, à partir du moment où le dossier d'origine a été corrompu, on ne les laisse pas la possibilité de faire des modifications pour corriger. Exactement. Il faut qu'il représente un dossier qui soit propre. Voilà, jusqu'à temps que ce qu'on a dit soit gommé. Alors, quand c'est… comment dire… il y a des fois, c'est pas très important au niveau de l'urbanisme, mais il y a des fois, une fois qu'on a dénoncé, le maire modifie le PLU pour que le dossier soit compatible avec le PLU, alors que c'est l'inverse. Oui. Et là, le tribunal administratif, il dit pas non, désolé, non, il leur laisse la possibilité encore de régulariser. Et c'est ce qu'on ne fait pas avec le petit. Le petit, c'est niet dès le départ et il n'y a pas de possibilité. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de part, et là on l'explique maintenant sur notre site, qui nous ont fait sauter entre parenthèses, on est en train de le remettre en place. On explique le projet qui doit respecter le PLU, c'est le PLU qui s'adapte au projet. Oui. Alors qu'un PLU, il est réfléchi quand même. C'est-à-dire que le PLU, c'est le seul document démocratique. Oui, c'est ça. Par une équipe. Il est mis à l'enquête publique.
Il est voté. Exactement. On peut faire un droit de recours sur le permis. Et eux, allez, une petite modification. Et ils font des modifications sans… Des rectifications, ils font. On a vu des cartographies de PLU modifiées dans le cadre d'une procédure. Parce qu'on avait dénoncé qu'il était sur une zone rouge. Oui, c'est pas normal parce que c'est un énorme travail de faire un PLU. Il y a donc l'équipe municipale, évidemment. Il y a et puis tous les services de l'État, du département, etc., qui s'y collent. Chacun a ses restrictions, ses indications, etc. Après, tu as la consultation publique quand même. Il y a les doléances du public. Et on a des personnes très qualifiées. Moi, je connais des personnes qui travaillent sur les PLU. Je peux vous assurer qu'elles sont hyper qualifiées et elles sont complètement écœurées quand elles disent que c'est une zone inondable, inconstructible et que le maire ne veut pas respecter les prescriptions du service instructeur du PLU. Normalement, il ne doit pas passer. Aujourd'hui, avec tous les contrôles qu'il y a, un PLU qui ne respecte pas la biodiversité, la préservation de l'eau, comment dire, les espaces, le fait qu'il faut un minimum rebétonner, normalement, il n'est pas accepté, ce PLU. Donc, Eh bien, ils le font des pieds et des mains. Ils font des pieds et des mains, ils font la pression. Et comme ils savent que le préfet ne va pas contrôler les 80% des actes, parce que quand je dis les actes administratifs, ce n'est pas que les permis de construire, c'est aussi les délibérations sur l'urbanisme, les PLU et tout ça. Donc, on est dans un état de médiocrité. On est dans un état de médiocrité sur nos services publics. C'est ça, c'est ça. Moi, et donc, c'est la porte ouverte à tous les abus. Seul le citoyen, s'il comprend l'importance, les enjeux, on peut reprendre la main avec les conseils municipaux. Et alors, question que je ne t'ai pas posée, au départ, qui est-ce qui vous signale ce projet de construction là, de Sportimo? Alors, nous, on est, comment ça s'appelle? On est on a une alerte sur tous les dossiers qui passent en CDAC, d'accord? En commission départementale d'aménagement commercial. Donc, ce projet, on l'a suivi et après, nous, on va voir nos adhérents. On leur dit, est-ce que ce projet va vous porter préjudice ou pas préjudice? Il y en a des fois pour 400 mètres carrés, ils ne font pas de recours, ils font pas de… Nous, on ne va pas au-delà de ce que nos adhérents nous demandent. Parce que sinon, je ne sais pas, il me faudrait des journées de 130 heures pour y arriver. Donc, on fait simplement, voilà, nous, on suit les alertes des CDAC et des CNAC. Ce dossier avait été déposé en CDAC, donc on en a eu connaissance. Et quand on a obtenu de la Commission nationale le refus de ce projet, ils ont représenté ce dossier en zone d'activité. Et heureusement que nos statuts nous permettaient d'attaquer, parce que, longtemps, nous n'avions qu'un objet dans notre statut, on avait l'objet de défendre le commerce et l'artisanat. D'accord ? Quand on a vu tout le cirque qu'il y avait avec les permis de construire, avec notre avocat, on a modifié les statuts pour avoir la possibilité d'attaquer les actes administratifs qui n'étaient pas légaux et qui ne respectaient pas l'économie, les autorisations. Donc, c'est pour ça que le Conseil d'État nous a donné raison après avoir modifié nos statuts en 2015. Donc, c'est pour ça que c'est important là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas modifié nos statuts en 2015, on n'aurait pas gagné cette procédure. Vous n'étiez pas légitime. Voilà, aujourd'hui, on a deux activités, on a deux objets. On a l'objet pour le respect des documents d'urbanisme et on a l'objet pour la défense des commerçants et des artisans. Ce qui fait que si on avait gagné en commission nationale le refus du projet, il l'a déposé en artisanat et en activité. On
a pu l'attaquer sur l'urbanisme par rapport au permis de construire irrégulier. D'accord. Mais nous, c'est sûr qu'il nous faut des adhérents pour pouvoir tenir la route au niveau financier par rapport aux avocats. Parce que c'est des procédures qui quand même parce que c'est pas facile. Hein. Toutes les jurisprudences ne sont pas à notre disposition, ne correspondent pas forcément au problème sur lequel on travaille. Ouais. Oui. Et là, d'ailleurs, le Conseil d'État a condamné donc la mairie et l'entreprise là à verser en toute franchise chacun 2 000 €. Mais c'est 2 000 €, c'est rien du tout. Ben, c'est rien du tout, surtout par rapport à toutes les procédures qu'on a eues. De toute manière, je n'ai pas encore fait comment ça s'appelle, tout ce qu'on a investi, tout ce qui a été investi, parce que il faut attendre que d'abord qu'on les ait reçus, parce que tant qu'on les a pas reçus. Parce qu'avec on avait gagné une procédure contre Bruno Le Maire. Il a fallu attendre plus de 2 ans pour les obtenir et faire une procédure pour pouvoir récupérer l'argent que l'État a été condamné. Qu'on a réinvesti d'ailleurs, cette somme a été réinvestie dans une nouvelle procédure. Parce que c'est ça, on fait le réinvestissement. Forcément, il devrait y avoir, ces condamnations, elles devraient être assorties d'une obligation immédiate de paiement, quoi, parce que alors oui et non, parce que ça serait à double tranchant pour nos adhérents qui ont perdu. Et des fois, ils demandent des délais de paiement pour payer leur condamnation. Alors, si on oblige le paiement, mais par rapport à Bercy, ils pouvaient payer ces amendes de suite. Hein. Normalement. Voilà. Surtout dans le cas de la Londe-les-Morts, il faudrait savoir combien a coûté la procédure à la commune. Parce qu'il défend aussi son permis de construire depuis 2016, lui. Ouais. Et ça coûte des sous, ça aussi, ouais. Voilà, et ça, c'est sur le compte du contribuable. C'est ça. Pour la folie d'une personne, on entraîne toute la commune à des frais qui sont complètement inadaptés. Surtout à des frais et en plus sur des zones, des zones que vraiment, je ne sais pas où ils vont chercher toutes ces idées de contourner la loi. Ouais. Alors Martine, tu voulais en profiter pour parler d'un autre sujet. Ah oui, alors maintenant, ce procès pour 2025, ça a été nos étrennes. Pour nos étrennes, on a eu l'avis du Conseil d'État, l'arrêt du Conseil d'État. Et maintenant, fort de cette procédure, on fait la démonstration qu'il n'y a plus de constitution puisqu'on ne peut pas obtenir du préfet l'application de l'article 72 de la Constitution, puisqu'il ne contrôle pas les actes administratifs. D'accord? Donc ça, c'est un constat. Et vu le problème avec les agriculteurs, comme nous, on travaille, on communique avec SOS Maire, avec vous, avec d'autres personnes, et le problème des agriculteurs est tellement important qu'on a travaillé sur pourquoi les agriculteurs en arrivent là après des années et des années de revendications. Ouais. D'accord, ils n'en sont pas à leur première revendication. Des décennies même. Oui. 30 secondes. Je reviens 30 secondes. Des décennies, effectivement, de revendications de nos agriculteurs et qui, aujourd'hui, sont, on ne va pas dire dans la rue, mais sur les ronds-points, dans les villes, puisqu'on les a vus sur Paris, mais on les voit aussi sur Toulouse, Montpellier, enfin partout, hein, on suit des fils d'information partout, même des villes moyennes, hein, où les agriculteurs sont mobilisés. Et il est temps, alors c'est le Mercosur qui a un petit peu… ça, c'est le coup de… Mais c'est parce que c'est le coup de grâce, quoi. On pense que c'est le coup de grâce et c'est là où toutes les énergies doivent se lever pour soutenir nos agriculteurs
puisque là, ils en démordent plus. Ça va faire bientôt 1 mois qu'ils se battent. Je te rends la parole, Martine. Oui. Alors donc avec notre ami Philippe Grégoire, qui s'occupe du SAMU social pour les agriculteurs, on l'avait déjà rencontré parce qu'on travaille sur ces histoires de comment ils violent aussi. Alors là, on a fait la démonstration que c'était sur la loi littorale, mais comment aussi ils volent les terres nourricières. Et ça, c'est vraiment grave parce que justement, tous ces jeunes paysans qui voudraient s'installer, on voit que c'est des terres fertiles, hyper productives et qu'ils sont complètement spoliés pour implanter des grandes surfaces. Donc, on travaillait avec lui sur ce sujet. Et là, vu les élections municipales qui arrivent, on voulait voir quels étaient les maires qui étaient motivés pour justement aider les cultivateurs. Donc, je suis repartie à partir de la loi Egalim, parce que c'est dommage que Philippe n'est pas là, mais il expliquerait que les agriculteurs, ils ne demandent pas la charité. Ils demandent simplement la rémunération juste de leur travail, voilà, et d'être payés à la hauteur de leur travail avec les charges. Parce que quand il y a des charges d'électricité, le gouvernement, il ne fait pas de cadeau à personne. Hein, donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, si les cultivateurs, les paysans et les éleveurs étaient payés à la juste valeur de leur travail, ils ne seraient peut-être pas en difficulté. Hein, il est là le souci. Alors donc, avec leur première revendication, c'était que avec la loi Egalim, il doit y avoir 20% de comment ça s'appelle, 20% de bio qui doit être qui doit servir d'approvisionnement déjà aux écoles. Donc, si les gens se plongent dans la loi Egalim, ils verront que c'est bien expliqué. Ça correspond également à un autre rapport sur la santé des citoyens. Comment les citoyens, quelle est l'incidence de l'alimentation sur la santé des citoyens? Alors là, c'est pas triste non plus, le rapport. Et donc, et avec, comment ça s'appelle, SOS Mère et l'association la démocratie directe, c'est ça, hein, non, local. Excusez-moi, là, j'ai pas le vrai nom. Mais eux, ils mettent en place que l'alimentation, l'approvisionnement et l'alimentation, c'est un bien qui a été reconnu par une charte nationale et par une charte mondiale, comme quoi la nourriture devait arriver à la nourriture saine. Hein. Oui. J'entends. La nourriture saine devait arriver à tous les citoyens. Et SOS Mère et Alexandre Boisson fait la démonstration que si demain il y a une cyberattaque des bases d'approvisionnement de la grande distribution ou des cyberattaques, les citoyens ne seraient plus approvisionnés. Et très rapidement, je crois que c'est en 48 heures, il me semble. Hein. Voilà, donc il faut. Le souci, c'est que les rayons seraient tout de suite vides, ça serait une panique comme c'est pas possible. Et donc, il demande à ce que l'approvisionnement alimentaire et les références où s'approvisionner figurent dans le document fourni par les mairies sur le DICRIM, comment on pourvoit, ou comment ça s'appelle, aux enjeux majeurs pour les citoyens. C'est ça, c'est l'alimentation d'urgence en cas de crise, où on peut trouver et auprès de qui. Voilà, en cas de cyberattaque, de les ordinateurs, qu'il ne pourrait plus y avoir de livraison, plus de. Voilà. Après, Martine, je pense que ça ne concerne pas que la cyberattaque, hein, des catastrophes naturelles, enfin des choses comme ça aussi, ça peut entraîner une panne complète de l'approvisionnement des grandes surfaces et donc de la ressource alimentaire pour les populations. Hein. Alors on parle de la cyber parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout est
tout est fait en ligne et il n'y a pas de stock. Donc, effectivement, s'il y a une panne de cyber, ben les grandes surfaces ne pourront plus organiser leur réapprovisionnement, etc. Mais je pense qu'on peut le rencontrer dans vraiment d'autres cas de situations un peu catastrophiques, quoi. Excuse-moi de t'avoir Voilà. coupé. Et donc, à partir de ces éléments, j'ai recherché qu'est-ce qu'ils avaient mis en place, qu'est-ce que le législateur, qu'est-ce que le parlementaire avait mis en place pour justement parer à ces éventualités. Et là, j'ai trouvé en cherchant, j'ai trouvé que il y avait des projets alimentaires territoriaux. Mais le souci de ces projets, c'est qu'ils étaient au bon vouloir des maires. Ce n'est même pas obligatoire. Et lorsqu'il y a un élu qui va être sensible et qui va mettre en place son projet alimentaire territorial, ce n'est pas inscrit dans les PLU, c'est-à-dire que demain, tous les efforts qui auraient été faits par des maires conscients de la problématique peuvent le maire suivant peut très bien tout foutre en l'air pour récupérer les terres qui avaient été préservées pour réimplanter un supermarché. Ouais. Donc, on voit bien que les parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs, ben, ou ils n'ont pas les pieds sur terre, ou ils n'ont pas la notion de la délinquance financière, que de toute manière, tout ça, si ce n'est pas cadré, si ce n'est pas cadré par le plan local d'urbanisme, que ça ne soit pas déclaré d'utilité publique, d'avoir l'alimentation proche des habitations, ben c'est peine perdue, on marche sur la tête. Donc, c'est bien aux citoyens de prendre son destin en main et d'obliger d'obliger les maires, enfin les maires. Alors, aujourd'hui, on est avec les maires, mais c'est aux parlementaires d'inscrire que le projet alimentaire territorial soit inscrit dans les PLU et qu'on n'en démorde pas par rapport aux conséquences qu'il y aurait sur l'alimentation. Alors déjà, ça serait un approvisionnement tout de suite impératif, mais après, on peut le faire aussi sur un approvisionnement de produits sains et non pas des produits qui sont frelatés et tout. Et alors là, je vous laisse lire le rapport. Je ne sais pas, il y a un écho. Non, je vais couper mon micro si tu veux. C'est peut-être moi qui te fais écho. Je vais le couper. Donc, je laisse les gens lire le rapport qui a été fait sur la santé publique, sur la santé des citoyens, et qui disent que de toute manière, il n'y a absolument aucune statistique entre le rapport entre l'alimentation et la santé des citoyens. Alors, quand on en est là, eh ben, si ça, c'est pas la médiocrité des députés, des sénateurs qui sont même pas fichus de prendre conscience de la malbouffe avec la santé des citoyens, il n'y a plus rien à leur demander. Il n'y a plus rien à demander. Il faut que ce soit nous qui prenions les rênes en main. Hein. Oui, et on le voit d'ailleurs aux États-Unis actuellement, hein, puisqu'il y a vraiment le ministre de la Santé, là, comment il s'appelle, Kennedy, il a vraiment lancé un énorme plan d'action pour améliorer la santé des citoyens américains à travers leur alimentation. Et j'écoutais une émission hier, je crois que c'était sur Toxin, en replay, parce que je ne l'ai pas eu en direct, où vraiment c'était très très bien décrit. Et la personne qui discutait, qui connaît très bien les États-Unis, qui connaît leur mode de fonctionnement, elle disait, mais en quelques mois, ça va être mis en place, quoi. Parce qu'ils prennent vraiment, ils mettent les moyens de leurs intentions. Mais en France, on a beaucoup d'intentions, mais on a beaucoup de moyens. Alors, on a l'équivalent parce que ce rapport est de plus de 365 pages. Il décrit tout
ce qui aurait dû être fait. Et c'est dramatique quand on voit que c'est les élus qui refusent de mettre en place ces programmes pour l'amélioration de la santé des Français. C'est une honte. Là, je suis complètement écœurée. Je suis écœurée par le manque de prise de conscience de nos députés et de nos sénateurs. Ils ont ce rapport dans les mains parce que si nous on l'a, c'est qu'il est disponible. Quand on leur demande la loi Egalim et quand ils entendent les agriculteurs, quand ils voient la révolution des agriculteurs, ils ne se penchent pas pourquoi il y a un problème. Mais le problème, si la loi Egalim était respectée, eh ben, ils seraient rémunérés et ils auraient des débouchés. Parce que le souci aujourd'hui, c'est que les agriculteurs, les paysans, tous ceux qui font du bon travail, malheureusement, ils n'ont pas de débouchés. Et ces débouchés ne sont pas mis en avant par les députés et les sénateurs. Quand on vote quelque chose et que ce n'est pas obligatoire, mais excusez-moi, c'est comme si on pissait dans un violon, hein. Parce que demander à un maire de faire quelque chose qui n'est pas obligatoire, déjà quand c'est obligatoire, il ne le fait pas. On n'a même pas un préfet pour les obliger à respecter quelque chose qui est obligatoire. Alors quand ce n'est pas obligatoire, il faut attendre la Saint-Glingla, hein. Oui, je pense que beaucoup de personnes qui vont nous écouter seront tout à fait d'accord avec toi et en tout cas, je partage tout à fait ton analyse et je te remercie vraiment de nous avoir alertés et de nous avoir proposé de cette émission-là parce que c'est extrêmement intéressant et c'est tellement d'actualité. Alors, sur le plan effectivement de la santé alimentaire de notre population, mais également sur ce que vivent actuellement nos agriculteurs. Et il faudrait effectivement que les élus locaux s'emparent du sujet parce que je pense que au niveau territorial d'un département, hein, il y a suffisamment de couches, de strates administratives hein, entre les mairies, les agglos, les départements, etc., etc. Je pense que s'ils s'organisaient tous pour faire un maillage territorial de la ressource alimentaire, il n'y aurait pas de problème. Ils l'ont. Et qu'on a les agriculteurs. Par les cadastres. Mais oui, mais forcément. C'est un manque de volonté. Et la manque de volonté, elle a bien été faite par les députés et par les sénateurs qui n'ont pas obligé à ce que ce travail soit obligatoire. Tant qu'on ça sera à la bonne volonté, mais il faut arrêter le délire, hein. C'est pour ça qu'il faut absolument, c'est un impératif que pendant les élections municipales, on sache si les candidats sont prêts à ce que ce projet d'aménagement, de toute manière, ça ne devrait pas être un projet, ça devrait être comme le PLU, ça devrait être un plan alimentaire territorial. Qu'est-ce que le maire a prévu pour subvenir aux moyens en cas justement je sais pas moi, une catastrophe. Oui, donc ça vient de l'État et ça devrait être piloté par les préfets, par exemple, piloté par les préfets, les présidents de département. S'ils le faisaient ce travail, on serait pas à fin août, on serait pas en insuffisance de culture. Il faut arrêter de nous dire qu'il faut absolument aller acheter à l'étranger. On n'a jamais acheté à l'étranger. Nos grands-parents, ils subvenaient. Ils ont même subvenu nos parents pendant la guerre. Les paysans. Il faut arrêter c'est un massacre. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et revenir à une alimentation qui soit de saison. Parce qu'il faut aussi arrêter les citoyens de vouloir manger des tomates au mois de décembre. D'autant plus que les tomates au mois de décembre, elles sont dégueulasses. Hein, c'est de l'eau en fait. Hein, ça n'a aucune saveur. Manger sain et de saison. Et ça, nos paysans, ils sont tout à fait capables de nous l'apporter. Hein. Moi, je fais mes courses sur le marché. Je n'achète pas un légume, pas un fruit dans les magasins. Et je ne mange que du saison. Voilà. Alors, je ne suis pas dénutrie. Hein. Ça, tu le vois bien, c'est parce que tout a été organisé depuis 40 ans. Hein. À partir du moment où on a supprimé les commerçants
les artisans, les marchés de plein air qui sont réduits en peau de chagrin, à partir du moment où on a réduit ces personnes qui diffusaient de la distribution locale, parce que je suis désolée, mais les bouchers, ils vendent encore la viande, ils sélectionnent la viande française. Il faut arrêter le délire. Et comment ça se fait qu'on a de moins en moins de bouchers, moins en moins de marchands de légumes? Mais il faut arrêter, c'est bien. Parce que, je reviens toujours sur le législateur. Il y a une loi, elle est de 1973, c'est la loi Royer. Elle était là pour préserver les équilibres. Pourquoi aujourd'hui, la grande distribution détient 78% des parts de marché alimentaire? Si la loi avait été respectée, il y aurait autant de commerces indépendants qu'il y aurait de grande distribution. Nous, on n'est pas contre sur le problème de la grande distribution. La grande distribution, si aujourd'hui elle est puissante, c'est à cause des parlementaires qui n'ont pas su leur faire appliquer les règles. Et avec leur financière, c'est eux qui massacrent les agriculteurs et qui massacrent les paysans, qui ne leur donnent pas un revenu suffisant. Parce que si le législateur et le député, les sénateurs obligeaient la grande distribution à avoir 20 ou 30% de produits locaux dans leurs rayons, avec un revenu suffisant pour l'agriculteur, mais tout rentrerait dans l'ordre. Mais c'est la grande distribution qui fait sa loi. Alors nous, en tant que commerçants et artisans, on ne va pas dire il ne faut plus de grande distribution. Chacun est libre d'aller là où il veut, de consommer là où il veut, pour sa santé ou pas pour sa santé. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la place pour tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui veut manger sain trouve ses commerçants, ses artisans pour faire, et celui qui veut manger des produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui a fait le tour de la planète pour arriver dans les rayons, c'est son problème. Voilà, il faut qu'on arrive à trouver un juste équilibre dans notre discours. Il ne faut pas être les uns contre les autres. Il faut surtout dire, chacun, quand on travaille, que ce soit un commerçant, un artisan, un charcutier mais dans le temps, les charcutiers, s'ils ne faisaient pas des bonnes saucisses, les gens, ils n'y allaient plus. Hein. Mais il faut arrêter le délire. Il y avait la sélection automatique. Il y avait un savoir-faire. Donc, pourquoi les commerçants ont disparu? C'est parce qu'on leur a collé trop de concurrence déloyale de la grande distribution qui, avec ses promotions, son affichage 4x3 qui vendait les saucisses à 1 €, est-ce que le commerçant peut avoir la même possibilité de faire de la publicité pour son magasin? Mais c'est pas possible. Il est obligé d'attendre que le maire le respecte et qu'il lui laisse les débouchés pour pouvoir continuer à travailler librement. Il est là le souci. Donc, il faut qu'on arrive à avoir un discours ensemble pour dire, eh bien, oui, il y a une agence nationale qui s'occupe de la santé, qui explique quels sont, ils se battent contre le nitrite, ils se battent contre ci, ils se battent contre ça, mais si vous n'avez rien pour les stopper, ceux qui les vendent, il est là le souci. C'est que vous pouvez dire, ça c'est interdit, mais vous leur donnez des milliers de mètres carrés tous les ans pour pouvoir le faire. Alors que le charcutier, le boulanger, le boucher qui va vendre de la marchandise saine, il ne peut plus s'installer. Merci Martine pour tout ce savoir que tu partages avec nous, pour tes compétences vraiment multifacettes et pour ta grande sagesse. Ton discours, il est plein de sagesse et il est vraiment, ça devrait être le discours de toutes ces personnes, hommes et femmes qui sont placés à des postes de responsabilité. Et il n'y a pas de raison qu'eux, ils n'y pensent pas. Donc, nos législateurs, comme tu nous le dis, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas les obligations de faire? Pas seulement on ne prévoit pas un truc, on fait. Je veux dire, quand ils veulent faire passer des choses et qu'ils veulent vraiment les faire passer,
ils nous y mettent la contrainte. Donc, pourquoi ils ne mettent pas des contraintes sur des choses de bon sens? Donc, vraiment, c'est extrêmement intéressant ce que tu viens de nous dire et c'est expliqué, mais avec beaucoup de simplicité. Je t'en remercie. Hein. C'est Mais vraiment très, très intéressant. Tu le vois bien, pourquoi ils ne veulent pas obliger que la loi Egalim soit obligatoire? Parce qu'ils se disent toujours, mais peut-être que je pourrais vendre mes terrains. Parce que, étant donné que la mairie devrait être propriétaire des terrains agricoles. Bon, il y a les comment ça s'appelle, les propriétaires qui sont là depuis, on ne va pas les évincer de leur propriété. Mais quand il y a un terrain qui se libère ou autre, pourquoi la mairie ne fait pas de la préemption de ces terrains pour replacer des jeunes agriculteurs? Mais parce que les maires, pourquoi on ne les oblige pas? Parce que le maire, il sait très bien que c'est une barrière d'ajustement, le paysan. On pourra, aujourd'hui, c'est l'éco, donc on remet les paysans. Mais si demain j'ai une grande surface qui arrive et qui me propose une belle valise, je pourrais les virer parce qu'il n'y aura pas de contrainte. Il est là le souci. C'est ça. Ah ben nous, on a depuis 30 ans, tous les rouages. Je ne sais pas ce qu'on pourrait encore découvrir avec ces parlementaires et ces maires. Je ne sais pas. On en découvrira certainement encore d'autres choses. Hein. Parce que entre les permis de construire déclarés à 999 mètres carrés pour pas qu'on puisse faire avoir de droit de recours, et puis qu'après, de toute manière, ça sera un bâtiment de 3000 mètres carrés. Mais ils ont triché, ils ont tellement triché. Donc, si aujourd'hui les citoyens ne se prennent pas en main pour exiger le DICRIM, pour obliger que le plan, parce qu'il ne faut pas l'appeler projet, que le plan alimentaire territorial soit dans le DICRIM pour que tout le monde ait une nourriture saine au prix du comment ça s'appelle, au juste prix pour que nos paysans qui nous soignent. Parce qu'en nous donnant de la nourriture saine, il ne faut pas dire que le paysan est plus cher. Non, le paysan n'est pas plus cher. Le paysan va nous éviter de bouffer des médicaments. Donc, si le français arrive, qu'on arrive tous ensemble au sein d'un conseil municipal, au sein de réunions, et d'imposer qu'on ait une nourriture saine, on devrait y arriver. Je pense qu'on devrait y arriver parce je pense qu'on est, je ne dis pas que je suis intelligente, mais je pense qu'on a plus de raisonnement que ceux qui nous gouvernent à 7 000 € par mois. Là. Oui, minimum. Mais pourquoi? Parce que tu as les mains dans le gambouis. Tu sais, tu n'es pas une technocrate, toi. Toi, tu es quelqu'un qui agit, tu connais le terrain, comme beaucoup d'autres citoyens d'ailleurs. Hein. Eh bien, et qui s'investissent, parce qu'il y en a quand même, tu parles de SOS Mères, tu parles de toutes ces associations, elles s'investissent aussi. Et eux, là, ils sont de passage dans leurs élections, ou en tout cas, parce que des fois, ça se répète, il y en a, ils sont 30 ans sénateurs, 30 ans députés, 30 ans, ils font rien du tout, ils n'avancent pas. En fait, c'est des gens, ils avancent jamais. Je vais pas dire le mot, mais c'est des morpions, c'est des morpions. Ils sont sur une chaise, ils n'en bougent plus, ils inventent rien, ils créent rien. Ils s'alimentent eux-mêmes. Voilà. Allez, on ne va pas généraliser, mais ils sont beaucoup comme ça. Alors, c'est-à-dire que malheureusement, il y en a qui réfléchissent et ne sont pas écoutés. Alors, c'est ça. C'est pour ça que c'est nous, citoyens, on doit imposer le. Et je pense que il faut reconnaître que SOS Mères, ils ont fait un sacré travail. Démocratie directe aussi. Et que là, on n'est plus dans. Il ne faut plus qu'on parle de politique politicienne. Il faut qu'on parle politique de la santé. Qu'est-ce qu'on fait pour la santé de nos enfants? Quand vous voyez nos enfants, qui n'arrêtent pas de bouffer des chips, des merdes. De boire des sodas, de bouffer des bonbons, de manger des trucs qui sont multi-préparés, il n'y a plus de vitamines là-dedans, il n'y a plus que dalle. C'est comme si on leur donnait à manger les boîtes en carton qui emballent tout ça, quoi. Alors, justement, c'est peut-être parce qu'on est âgé, mais je pense que les grands-parents ont une obligation.
les grands-parents ont une obligation de s'occuper de la santé de leurs petits-enfants. Parce que je crois que c'est plus important de s'occuper de leur santé que ce qu'ils devront devenir dans leur carrière professionnelle. On laisse ça aux parents. Mais les grands-parents peuvent reprendre la main sur la santé de nos enfants et de nos autres petits-enfants. Oui, oui. Et en tout cas, c'est la génération, puisqu'en général, grands-parents, tu es à la retraite ou pas loin d'y être, c'est une génération qui a un peu de temps et donc qui peut se consacrer au bien-être de la génération. Hein. Alors déjà, les personnes âgées, elles peuvent aller dans les 10 crimes, aller réclamer les 10 crimes, hein, parce que d'abord, ça va les faire sortir de chez elles. Et puis en plus, éduquer les petits-enfants quand ils viennent à la maison, pas faire comme des publicités où on leur voit acheter des madeleines et puis après les mettre dans le four pour faire croire que la grand-mère les a fait. Ça, c'est la publicité d'Auchan, je crois. Mais attendez, mais c'est une honte. Comment? C'est Carrefour ou je sais pas. On a même apprendre, ils font des publicités pour que les grands-parents mentent aux enfants. Ben oui, hein. Donc, il faut que les grands-parents prennent leur rôle. C'est ça. Eh bien, écoute, on va peut-être en rester sur cette belle parole. Voilà. Déjà, si les gens écoutent le message, ça sera déjà bien. Oui, merci beaucoup de ton invitation. Eh bien, non, merci à toi de nous avoir contactés. Et puis, n'hésite pas, Martine, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu pris dans nos activités. Mais n'hésite pas, quand tu as un message aussi fort que celui d'aujourd'hui à faire passer, n'hésite pas à revenir nous voir. Hein, il n'y a aucun problème. Hein, mais il faudrait qu'on fasse voilà. À un mois des élections municipales, il faudrait qu'on fasse le point sur où en est le DICRIM et le plan d'alimentation territoriale. Ça serait de voir comment nos citoyens s'en emparent. Et voilà. Comment les candidats s'en emparent aussi, hein, parce que tu sais, moi j'étais samedi dernier sur le marché de Carcassonne là, pour sensibiliser les gens à la cause paysanne. Et d'ailleurs, en 2h30, on a réuni 287 signatures de citoyens un samedi matin où il pleuvait, il faisait un froid de canard, il faisait 5 degrés et il y avait un vent énorme, donc beaucoup moins de fréquentation qu'un samedi où il fait meilleur. Donc 287 signatures en 2h30, c'était vraiment grandiose. Et parmi eux, il y a quelqu'un qui était un candidat d'une liste. Je n'ai pas voulu savoir sa liste parce que j'ai dit, nous, on est complètement apartisans, hein, on n'est pas là pour ça. Mais je vous écoute. Donc bon, il a voulu signer. Il m'a expliqué que sur sa liste électorale, il prévoyait ça, de s'occuper de faire un maillage territorial de tous les producteurs, éleveurs, agriculteurs en capacité de rentrer dans un plan d'alimentation locale. Mais c'est super, tu vois, quand tu en parlais tout à l'heure, je me dis, ben, il y en a qui y pensent, ils sont peut-être pas suffisamment nombreux, mais voilà, ça démarre peut-être enfin. Déjà, voilà, il faut que les citoyens posent la question où en est le plan, mais surtout, il faut, alors, sur le terrain, où en est le plan, et par rapport à nos députés et nos sénateurs, quand est-ce que vous nous obligez que ce document soit dans le plan local d'urbanisme? Oui, c'est ça. Très bien, Martine. En haut et en bas, on va y arriver. Oui, on va y arriver. Bon, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais il faut commencer à distiller cette parole-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et la crise agricole actuelle, c'est vraiment une opportunité à tous de trouver sa place pour soutenir intelligemment notre alimentation et notre santé, et donc nos agriculteurs. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, Martine. Eh bien non, tous avec le DICRIM. Hein. Allez, on y va. Avec le DICRIM et avec la loi Egalim. Allez. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi, Martine. À très bientôt. Merci à toutes les personnes qui vont nous écouter. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que vraiment, je pense qu'elle est d'actualité et qu'elle est très, très, très intéressante pour tous les citoyens. Donc, merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir, Martine. Au revoir.